pour moi, la presse, c'est fini, c'est plus un média de masse. La presse papier. L'avenir dans la presse, que ce soit presse pro, presse, les catalogues ou la presse institutionnelle, c'est plus pour tout le monde. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Un épisode sur une thématique un peu spéciale puisque pour la première fois de l'aventure de Mediarama, on va sortir du numérique et sur une idée qui m'avait été soufflée par Cédric No de Bayard, on va s'intéresser au papier. Alors pour parler papier, impression, dans la presse, j'ai le plaisir de recevoir Léonce Antoine Després. Léonce, bonjour. Bonjour. Alors voilà, je vais t'appeler Léonce quand tu me le demandes, mais moi je distingue Léonce Antoine parce que tu viens d'une famille de Léonce Després. Tu vas nous raconter ça. Tu es donc le PDG de l'imprimerie Léonce Després, basée à Vancourt, oui, dans le Pas-de-Calais. À côté d'Arras. À côté d'Arras, exactement. Donc une famille d'imprimeurs. Et voilà, cet épisode, c'était un peu pour rendre hommage au papier, parce que le papier n'est pas mort. Il y a de l'innovation dans l'impression. Puis aussi ton aventure d'entrepreneur que je trouvais assez intéressante pour venir en parler. Donc voilà, c'est une industrie que je connais à titre perso assez mal. Donc tu m'excuseras, il y aura peut-être des questions un petit peu candides, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on parle des médias dans Cosa Vostra. Donc on parle souvent de numérique, de digital, d'abonnement, etc. Mais beaucoup des personnes que je reçois à ce micro ont du papier, hein, le print, et il est bien imprimé quelque part. Et c'est une industrie qui a été quand même pas mal chahuté ces dernières années. Donc ça, tu vas pouvoir aussi un peu nous raconter ça. Mais pour autant, les gens continuent d'imprimer. Certains titres développent encore leur vente, notamment sans dévoiler des titres de Sopress, avec Society, etc., qui est ton client et que tu imprimes. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de faire un épisode un peu spécial papier. Donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Comme je le disais, donc tu viens d'une famille d'imprimeurs, tu as un profil d'école de commerce. Est-ce que tu veux... et donc tu as repris il y a 2 ans maintenant ? Non, il y a seulement depuis le mois de février, en fait. D'accord. Depuis le mois de février. Ouais. Ok, oui, alors il y a 2 ans, c'était malheureusement le RJ, le redressement judiciaire. Mais est-ce que tu peux nous raconter, voilà, en quelques minutes, ce qui s'est passé. Ouais, ce qui s'est passé. Ouais. Alors rapidement l'histoire, parce que je parlais que c'était une famille d'imprimeurs. Et comment t'en arrives donc là en septembre 2021 à devenir PDG de cette imprimerie ? C'est une entreprise qui va bientôt avoir 100 ans. Elle a été créée en 1922 par mon arrière-grand-père. Ouais. Et à l'origine, on imprimait des journaux locaux que d'ailleurs mon grand-père a développé dans le Nord-Pas-de-Calais. On avait eu les Échos du Touquet, Montreuil Hebdo, l'Avenir de l'Artois. D'accord. Et donc à l'origine, c'était les éditeurs d'ailleurs qui avaient leurs propres imprimeries. C'était logique. Chaque journal avait son imprimerie. Les imprimeries avaient leurs journaux. Enfin, l'éditeur était imprimeur. Et dans les années 80, mon père a repris l'entreprise. À la sortie de son école de commerce, il a été prié de rejoindre l'entreprise et de le développer, d'industrialiser. Ouais. Et lui, il avait des bonnes relations. Il avait notamment comme meilleur ami Jean-Paul Labourdette qui avait créé avec Dominique, je ne sais plus comment, j'ai un trou, le Petit Futé. Les guides du Petit Futé, et lui-même faisait partie de l'aventure dans son école de commerce à Nancy. D'accord. Bref, donc tout ça lui a donné des idées de développer l'imprimerie en dehors des journaux. Et donc il a développé des magazines, des guides, et c'est comme ça qu'il a, lui, complètement industrialisé l'entreprise qui était plutôt artisanale avant qu'il n'y arrive. Départ, c'est lui qui a vraiment développé l'activité. Complètement. Il a investi énormément. Il a construit 3-4 fois des usines. Donc jusqu'à plusieurs imprimeries, plusieurs sites. Il a acheté des imprimeries. Et une expansion nationale. Ouais, complètement. Il a vraiment, c'est lui vraiment qui a industrialisé le métier de l'imprimerie dans notre famille. D'accord. Avec la belle époque, puisque c'était dans les années 80-90, il n'y avait pas Internet. Tu voulais lancer un magazine en kiosque.
Tout de suite, avait des énormes tirages, ça cartonnait. Si tu voulais savoir comment faire de la pêche à la truite saumonée, il y avait le magazine Truite saumonée. Ouais. Il y avait pas, à la rigueur, il y avait 36-15 saumon, mais. Ouais, c'était quand même encore limité. T'avais pas de belles photos. Voilà. De truite saumonée. donc, il y avait énormément de presse de niche comme ça, qui était, en plus de toute cette presse qu'on connaît, presse parisienne, qui est Challenge, l'Obs, toute la presse vraiment grande masse. Qui existait, qui était imprimé par des gros imprimeurs parisiens. Il y a eu une demande comme ça de presse de passionnés à laquelle l'entreprise de l'époque des années 80-90 a parfaitement répondu en investissant d'année en année. Ouais. Donc vous êtes spécialisé un peu dans cette presse loisir, presse, magazine. Presse spécialisée comme on appelait à l'époque. Presse labeur, imprimerie de labeur, mais spécialisée dans la presse. D'accord, donc vraiment une niche, mais avec des beaux volumes encore y avait, à l'époque. On faisait des revues, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, puisqu'on a toujours gardé cette niche-là, entre 10 000 et 100 000 exemplaires. D'accord. Mais il y en avait les gens nous appelaient pour qu'on imprime, quoi. Oui, il n'y avait pas de prospection, limite, non, c'était... vous étiez connu dans la place pour ça, tu voulais imprimer ce type de titre, vous étiez les meilleurs là-dessus. On n'était pas les meilleurs, je pense pas qu'on était les meilleurs. Il y avait une dizaine d'imprimeurs comme nous, mais je pense qu'on avait une bonne culture presse, que les éditeurs aimaient bien, un bon partenariat, puisque notre famille était éditeur. Donc il y avait une connexion qui se faisait, et on avait surtout, mon père avait eu l'intelligence d'investir dans toute la chaîne, c'est-à-dire de l'impression au routage. Donc on imprimait les cahiers, on imprimait les couvertures, on faisait le façonnage, c'est-à-dire la finition. Oui. Les dos carrés, dos piqués, comme on peut voir, c'est deux types de finition. Dos piqué, c'est les deux points métal. Oui, les deux agrafes et dos carrés, c'est collé. Voilà. C'est collé, c'est normalement les plus belles revues et les plus grosses paginations. Ouais. Et donc nous, on faisait ça, on faisait l'impression, le façonnage et même le routage pour les abonnés. Ouais, donc une espèce de partenaire un peu clé en main dans toute la chaîne depuis là où l'impression. Les gros imprimeurs faisaient soit que de l'impression, soit que du façonnage ou que le routage, quoi. D'accord. Donc nous, on avait tout en main, mais on était obligés puisqu'on était dans le Pas-de-Calais. Il n'y avait pas de gros de sous-traiter comme on pouvait, quoi. Ouais, en tout cas plus difficile en logistique. Exactement. Est-ce que c'était une évidence pour toi, donc à ton père qui développe ça, donc que ça culmine années 80-90. 80-90, c'est des belles années. Et après arrivent les années 2000 où les volumes commencent à baisser. Moi, j'arrive vers 2006, au moment où mon père investit dans une nouvelle usine parce qu'on était encore en croissance. Mais ça commençait déjà à baisser, mais on ne le sentait pas, nous, à notre niveau. Oui, parce que si vous êtes bon, localement, ça peut bien se passer, etc. On avait une bonne image de marque, une bonne qualité. Il y avait une bonne ambiance, une bonne entente avec les clients, les fournisseurs. On était respectés. Les signaux étaient verts, donc on continuait Donc mon d'acheter. père a investi énormément en 2006 sur l'usine d'Arras, alors qu'on avait une autre usine dans le Pas-de-Calais à côté de Béthune. Et moi, je suis arrivé en 2006. J'ai commencé à être commercial, en fait, après avoir travaillé en logistique chez Auchan, chez L'Oréal. Donc à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux en plus. L'Oréal, c'était à Paris, mais Auchan, c'était à Bordeaux. Et un jour, en 2006, quand mon père construit l'usine, il me dit « Est-ce que tu veux venir travailler dans l'entreprise ?» Je dis bah ouais, effectivement, au change, je commence à en avoir un peu fait le tour. La logistique, je pense que c'est bon, j'ai compris. Et il me dit bah sois commercial pour le Sud-Ouest. Et donc j'apprends le métier comme ça. Je me prends des claques. Je suis le fils du patron, je connais rien à l'imprimerie. Ouais, ça fait je démarche des clients. T'as toujours l'image du mec qui est un peu parachuté là. Donc, mais je prospecte. Et puis au bout de quelques mois, j'apprends les techniques de base et puis je sais être à l'écoute des clients, donc au fur et à mesure j'ai appris. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'entreprise. Au bout de 6 mois, j'avais plus de clients à Paris qu'à Bordeaux, donc je suis venu à Paris. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré plein d'éditeurs de ma génération, puisque c'était pas facile d'aller parler aux éditeurs de la génération d'avant. Qui avaient déjà qui avaient leurs contacts, leurs propres imprimeurs. Contacts, les imprimeurs parisiens dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'était pas une évidence de venir travailler dans l'entreprise. L'occasion est arrivée. Et j'ai tout de suite bien aimé, moi, la presse, en fait. Tout de suite bien aimé la relation avec les éditeurs. Le fait d'imprimer un média plutôt que d'imprimer un catalogue ou un prospectus qui est juste de la pub. Là, on a vraiment le sentiment, quand on est imprimeur de presse, de faire partie de la culture et finalement de promouvoir quelque part
la mission d'information. La mission d'information. Et encore plus en divertissement, mais en tout cas, pas juste de la publicité, prospectus, etc. Il en faut, il faut les bien deux. sûr. Mais intellectuellement, tu as l'impression quand même de participer à un truc un peu plus grand. Bah oui, parce que t'es le fournisseur du gars qui a créé un contenu qui soit t'intéresse, soit intéresse des gens, et soit qui est très culturel, qui peut faire évoluer les sociétés. Donc c'est ça qui m'a plu, moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise. Très, très clair. Et donc, ça continue. Donc là, tu dis que c'était 2006, t'arrives. Et qu'est-ce qui se... Bon, donc, tu fais tes armes. Oui. Et après, le marché vous rattrape. Ouais. Là, on se développe. On rachète en plus des machines un peu plus grosses et tout. Et clairement, 2015, on a une chute des volumes catastrophique. On a, nous, en plus, énormément d'impayés, d'éditeurs qui nous plantent. D'accord. Et là, c'est un accident, enfin, pas un accident de parcours, mais un concours de circonstances. Tout s'est un peu accéléré par... Ouais, les volumes baissaient. On a des éditeurs qui nous ont laissé des ardoises. Et on avait du coup, comme les volumes baissaient, on avait un poids trop élevé. On avait une structure trop lourde. Et on commençait à perdre de l'argent, clairement. Et au lieu de tout de suite restructurer, enfin, on avait commencé déjà un petit peu, mais on a cherché du volume pour remplacer celui qui partait. Ouais, ce qui est le réflexe premier, ce qui est normal. Parce que tu baisses tes prix, tu remplis tes machines et tu restes à l'équilibre. Ouais. Sauf que l'équilibre, il suffit d'une circonstance, d'un détail, et on le perd. Et c'est comme ça que 2016-2017, on a commencé à perdre de l'argent alors qu'on avait des bons capitaux jusque-là. Et 2018, ça commençait vraiment à tanguer. Et en 2019, en plus en 2018, on revend même l'usine d'Arras à un fonds d'investissement. Qui rachète juste les murs et les machines. Pour injecter du cash dans la machine. Ouais. Pour sauver la boîte. Et bon, ça suffit pas. Et 2019, on se dit, bon là, on va perdre de l'argent encore. Et c'est encore ton père qui est PDG à ce moment-là. Là, moi, je suis DG, mais c'est quand même... on fait des stratégies ensemble, mais la gestion quotidienne, c'est vraiment mon père qui l'a fait. Et en 2019, on se pose la question, on se dit, bon là, on va dans le mur dans 1 an ou 2. Oui, tu vois qu'il n'y a pas de planche de salut, tu vois pas un truc où il y a de la croissance. Tous les plans qu'on faisait, on gagnait 1%, 2% de BE, on se disait, à quoi ça sert ? La moindre hausse du gaz, on est mort. Ça met 10% et puis ça gomme tous les efforts que tu as fait, les investissements en diversification que tu as pu faire par ailleurs. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour que l'entreprise gagne vraiment de l'argent ? Et là, on regarde, on prend les 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et on regarde les 20 premiers millions. Et on voit que les 15-20 derniers, en fait, ils sont négatifs. Ils ne rapportent pas d'argent. Des plateformes, parce que l'entreprise n'était pas adaptée pour faire des prospectus à 1 million d'exemplaires. On était bon pour faire des revues de 10 à 30 000. Et sont celles qui ont le plus souffert, ou en tout cas, qui étaient plus vraiment liées à la presse. Tu pouvais pas d'un coup te dire, tiens, je vais switcher sur du prospectus. Si, c'est ce qu'on a fait, mais ce qui a entraîné notre perte. Parce qu'on a commencé à faire des prospectus à 1 million d'exemplaires. Mais avec des gros investissements de machines, parce qu'il faut rappeler... non, on l'a fait avec nos machines. Vous avez transformé vos machines ? Non, on peut faire... N'importe quel imprimeur rotativiste sait faire du magazine, du catalogue, du prospectus. C'est les mêmes produits, en fait. Et des journaux ? Et les journaux aussi. C'est juste une question de papier, de format. Tu changes. Chaque machine, donc on appelle ça les offsets, les rotatives en offset, peuvent faire n'importe quel type de magazine. Il suffit de les régler, quoi. Exactement. Pour faire simple, Pour faire ça, alors, évidemment, et je pense qu'on ne pourra pas entrer dans la technique parce que ça va être ennuyeux. Oui, puis il a fallu des années pour tout comprendre, donc ce ne sera pas en 3/4 d'heure qu'on pourra avoir ça. Mais voilà, donc vous essayez de faire du prospectus, mais c'est trop tard ou... on avait une machine qui n'était pas adaptée, en fait, donc on n'allait pas assez vite. Et quand tu fais 1 million, ça prend 24 heures de production. Et si tu perds 10% de vitesse, tu n'es pas rentable, en fait. Au prix du marché, on n'était pas rentable. Parce que ça n'allait pas assez vite, parce que la machine était adaptée pour faire des moyens tirages et pas des très longs. D'accord. Seulement, il y avait de moins en moins de moyens tirages, donc on avait pris des prospectus pour remplir les trous, pour payer les salaires. Ouais. Et tout ça a accentué en fait notre déficit, parce qu'on vendait à perte. Ouais. Donc l'inéluctable arrive, 2019. Voilà. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va garder les 20 millions de clients les plus rentables. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour 20 millions ? Comment on les produit ? Qu'est-ce qu'on garde ? C'est simple, il faut 65 salariés. Sachant que vous en aviez 180 à l'époque. Et donc, on a dit, donc il faut licencier beaucoup de monde. Il nous faut 3 millions d'euros. Personne ne va nous prêter de l'argent pour licencier des gens. Donc, on va se mettre en
redressement judiciaire, on va déposer le bilan pour figer les dettes des fournisseurs. Ouais. Et pendant une période qui va de 6 à 18 mois, faire un plan de restructuration afin de retrouver une rentabilité. En fait, tu te mets sous la protection du tribunal de commerce pour pouvoir négocier avec les fournisseurs un étalement des dettes. Mais avant de proposer ce délai, on analyse la société avec un administrateur qui va vous dire tel contrat, il est un peu abusé de la part du fournisseur, il faut changer de contrat. Donc on a les mains libres pour changer tous nos contrats de fournisseurs. Ouais, donc mais on continue avec les clients. Ouais. Donc c'est un moment, c'est comme Chapter 11 aux États-Unis, c'est vraiment un moment où tu peux tout remettre à plat. Et nous, c'est ce qu'on a fait, on en a profité pour réorganiser. Moi, pendant ce temps-là, j'avais en même temps commencé à digitaliser l'entreprise, changer l'ERP surtout, qui était un ERP des années 80 développé par mon père. D'accord, un produit fait maison qui n'était plus maintenu, qui n'était plus du tout adapté au flux. Web, qui n'était pas digitalisable. Alors, AboWeb, pour info, c'est un logiciel de gestion d'abonnement utilisé par beaucoup d'éditeurs. AboWeb, mais moi, c'était mon ERP que qui s'appelait... Ok. Ah non, il s'appelait pas AboWeb. Je sais pas ce que tu as pas. J'ai cru comprendre AboWeb, ou qui n'était pas adapté aux abonnements web. Ouais, qui était pas adapté au web. Pardon. Pas adapté au web. Ok, d'accord. On pouvait pas faire de lien correctement aujourd'hui. C'était sous Progress. D'accord. Qui est un langage informatique qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, j'allais dire. C'est du .NET maintenant. Ouais. Et bon, bref, les ingénieurs informaticiens qui sont sous Progress, ils coûtent une fortune. Donc tu les trouves pas. Donc voilà. fallait changer. Tu avais commencé un peu à digitaliser tout ça, en parallèle. Parallèle, et digitaliser l'entreprise me permettait aussi de faire des économies d'emploi, puisque quand tu automatises beaucoup de flux, tu n'as pas besoin d'autant de personnes pour gérer ta compta. Oui. On était 8 en compta, aujourd'hui je suis 1,5. Ouais. J'ai 2 personnes en compta, dont une qui fait de la moitié du RH. Ouais, d'accord. Donc c'est de rendre tout le monde polyvalent maintenant. Ouais, donc ça, tu as pu le faire. Et alors, mais aussi une des conséquences du redressement judiciaire, c'est que donc la boîte n'est pas à vendre à ce moment-là. C'est à cette période d'observation, elle est bloquée. Toi, tu restructures, et si c'est accepté par le tribunal, tu continues. Voilà. Sauf que donc on arrive à maintenir nos clients. Ça se passe bien. Et ils vous suivent globalement, les clients. Globalement, les clients nous suivent parce qu'ils ont confiance dans le projet qu'on avait, et qui était vraiment de restructurer pour continuer d'exister, parce qu'on savait qu'on avait une place sur le marché, mais à une plus petite taille. Et encore une fois, ça coûte trop cher de licencier. L'intérêt d'être en RJ, c'est que tes licenciements, ils sont avancés par les AGS, qui est un organisme. Le coût des licenciements que tu donnes à chaque salarié. Donc, ce qui est bien, c'est que déjà, tu es en PSE. Donc, plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, du coup, le salarié, il part pas les mains vides. Il part avec une bonne indemnité. Oui. Donc, du coup, ça amène une paix sociale, parce que ceux qui veulent partir partent. Avec un petit chèque. Parce que j'avais beaucoup de gens qui étaient là depuis très longtemps. Oui, j'imagine. Et qui voulaient partir, qui créaient une mauvaise ambiance parce qu'ils étaient encore là. Ils voulaient qu'on les licencie. Moi, j'avais pas les moyens de les licencier. Là, ça a permis de faire partir les plus réticents au changement, puisqu'on a quand même beaucoup changé l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise depuis 10 ans. Ouais. Donc, ça a permis de garder ceux qui étaient les plus motivés. Et en plus, ce licenciement était financé, entre guillemets, par les AGS, que tu rembourses normalement quand tu sors du plan. En quelques années, enfin pareil. Alors, les AGS, c'est sous 2 ans. Ouais, donc les fournisseurs en lambda, c'est 10 ans. Ouais. Les AGS, c'est sous 2 ans. Sauf que du coup, donc, on arrive à plutôt bien commencer la restructuration et tout. Et arrive mars 2020, quoi. Donc là, la crise sanitaire. Moins 70% de chiffre d'affaires au mois de tous les kiosques fermés, etc. Non, les kiosques étaient ouverts. Ils étaient ouverts. Ils faisaient partie des commerces essentiels. Et ça a été un soulagement, parce que déjà j'ai pu travailler. Ouais, déjà quand même. J'avais ma carte imprimeur, donc je pouvais bosser, donc j'ai pu sortir de chez moi. Petit avantage. Et il y a eu une augmentation du panier moyen dans les maisons de la presse et dans les kiosques pendant le Covid de 25%. Parce que les gens avaient un peu plus de temps chez eux. Ils en avaient marre du digital. Ouais. Ils avaient marre des écrans. Ouais, ils passaient leur journée. Ils savaient pas ce que le monde allait devenir, donc ils ont commencé à lire. Oui. Qui s'est traduit aussi par des chiffres d'abonnement. Triplement des abonnés au monde, par exemple, pendant cette période, etc. Puis tout le monde était en télétravail. Enfin, après, c'était plus tard, mais tout le monde était en télétravail. On avait marre avait envie de déconnecter quand même. Ouais. Donc, en lisant du papier, c'est quand même un élément, mais on en reviendra plus tard. Et donc, tu développes tes ventes à ce moment-là ? Non. Ah non, je suis à moins 70% en avril, moins 50% en mai. Alors pourquoi ? Parce que là, tu es en train de dire quand même que les kiosques étaient ouverts, que les gens achetaient, etc. Ouais, le panier moyen a augmenté, mais il y avait
comme tu l'as dit, il y avait un kiosque sur 3 qui était deux kiosques sur 3 qui étaient fermés. À Paris, tout était fermé quasiment. Mais il y avait des maisons de la presse ouvertes en province, puisque tout le monde s'était réfugié en province. Pour le confinement. À Paris, il n'y avait pas le métro, les gares étaient fermées, les aéroports étaient fermés. Donc les relais étaient fermés. C'est là où il y avait les plus grandes ventes de la presse de niche. Ok. Puisque tu achètes un magazine quand tu prends l'avion ou le train. Ouais. Parce que tu as le temps. Ou quand tu pars en vacances, et là, il n'y a plus personne en vacances. Mais donc, du coup, nous. Coup d'arrêt dans ton plan de restructuration. Et là, je me retrouve à. Heureusement, j'avais tout digitalisé, donc j'ai pu travailler à distance avec un nombre de gens minimum. C'est là où je me suis rendu compte à quel point je pouvais digitaliser les fonctions des gens encore. Encore plus. Encore plus. Enfin, ça a été le cas pour énormément d'entreprises qui se sont rendus compte que ça marche le télétravail, que tu peux digitaliser les process. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde qui travaille de chez eux. Ouais. Alors part les ouvriers vraiment sur les rotatives, tout le reste des fonctions peut être. Ils peuvent, donc on le fait à la demande en fait. Et du coup, Là, on se dit, bon, bah, c'est mort, on n'arrivera jamais à rembourser la dette. La boîte, elle va faire même pas 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des dettes pour une boîte qui fait 40. Si j'essaie de faire un plan de sortie de sauvegarde, un plan de continuation, comme on dit, il sera jamais. Je devrais rembourser 1 million d'euros par an. Oui, tu te c'est ce qui va me manquer. C'est ce qui va me manquer pour investir dans une machine dans 3 ans, quoi. Ouais. Et heureusement, on se dit. Il y a la loi Covid qui dit vous pouvez reprendre l'entreprise familiale, même si c'est vous. D'accord. Grâce, il y a eu une tolérance, si c'était pour sauver de l'emploi, on pouvait plus facilement reprendre sa boîte. En tout cas, on pouvait être candidat à la reprise. D'accord. Et donc sans droit de succession, c'est ça l'idée derrière. Tu reprends, tu fais ce qu'on appelle une reprise par voie de cession, et donc les gens reprennent leur entreprise en faisant une proposition au tribunal. D'accord. Et donc sans le passif ou... Sans le passif, mais avec l'ancienneté des salariés, souvent. D'accord, ok. Donc un donnant-donnant, quoi. Quelque part. Et en dédommageant le tribunal, en faisant une vraie offre. Donc moi, j'ai créé une structure qui a levé 1,5 million d'euros. Pour racheter l'imprimerie à la barre du tribunal. À la barre du tribunal, compenser les AGS, dédommager un petit peu les fournisseurs, racheter le stock. Acheter les machines que j'ai valorisées. Et j'avais même un confrère qui s'était placé pour reprendre mon entreprise. Donc ça a été la guerre. Et ce confrère, c'est Sprint? Non, ce confrère Sprint, on s'est entendu. D'accord, mais ça tu vas nous raconter. Donc un autre confrère un autre confrère de manière concurrent sévère. Pas amical, quoi. Lui, il est arrivé, il voulait reprendre la boîte, fermer l'usine et reprendre que les clients. C'est le Far West, oui, mais c'est la guerre, c'est la guerre commerciale. Il avait déjà annoncé à tous mes clients que moi j'existais plus et que toute l'entreprise allait être reprise dans son giron, quoi. D'accord, oui, effet d'annonce, histoire de mettre un coup de pression aux clients, etc. Oui, c'était terrible, hein. Il a même mis de la pression à la région et tout. Donc 3 mois un peu chaud, et donc toi ton offre est acceptée, refusée. Finalement, après 3 mois de combat au tribunal, où j'ai refait mon offre plusieurs fois, où je me suis vraiment, là j'ai fait un master en restructuring, j'imagine, avec des très bons avocats d'ailleurs qui m'ont très bien conseillé. J'ai fait des BP littéraires. J'ai appris plein de trucs et j'avais heureusement 100% du soutien des salariés dans la reprise, et j'avais en plus trouvé un partenaire qui s'appelle Sprint, qui, dans la personne de Fouadrad, qui lui s'est associé et a pris 30% de mon capital pour reprendre l'entreprise et intégrer un groupe pour avoir des synergies industrielles et commerciales. Sprint, c'est aussi des imprimeurs. Un imprimeur digital, purement numérique. C'est quoi un imprimeur digital? C'est-à-dire que c'est un imprimeur au début de copieur, quoi. Il a commencé tout petit dans une imprimerie où il avait des photocopies. Et il a trouvé un business model. Au fur et à mesure, il a racheté des entreprises numériques où tu fais de l'imprimerie, ce que faisaient avant les imprimeurs offsetistes de ville. D'accord, c'est les Copytop, tout ça. Donc lui, il a repris des boîtes comme ça. Et au fur et à mesure, il a grandi, avec une logique financière et commerciale et humaine et industrielle très cadrée, très, très intelligente, je pense. Et il a réussi comme ça à racheter des autres structures, des plateformes, jusqu'à ce qu'il m'annonce qu'il rachète un de mes gros concurrents également dans le sud de la France. Là, j'ai dit, vaut mieux que je sois avec lui que contre lui. Et en plus, il veut consolider le secteur. Ce que moi, j'ai envie de faire depuis 20 ans, mais depuis 10 ans, mais c'est que des familles qui ne peuvent pas s'entendre et on n'arrive pas à se consolider. À consolider. Et là, je me suis dit, c'est une occasion unique. En plus, c'est quelqu'un avec qui on a à peu près le même âge. On se comprend très bien.
Lui, il s'y connaît à mort dans le digital, dans le web to print. Ouais. Ce qui est pour moi un énorme sujet d'avenir, qui est présent aujourd'hui, mais qui est encore un sujet qui peut arriver en B2B, qui n'existe qu'en B2C quasiment, le web to print. Et en plus, avec ces autres usines, on peut avoir des clients en commun. On se renvoie des clients ensemble. Donc les synergies que tu imaginais, elles sont là, et tu gardes le contrôle surtout. Ouais. Et en plus, il accepte on trouve une entente pour que moi qui avais déjà fait beaucoup le boulot de lever des fonds, de trouver des aides de la région, d'avoir l'accord du personnel, c'était normal que je reprenne l'entreprise en majorité, quoi. Ouais. Et tu me disais, c'est la première fois qu'il rachetait une boîte en laissant la majorité. Donc c'est quand même un beau petit succès aussi pour toi, où quelque part tu sors par le haut dans ce projet. Oui, j'étais content de reprendre l'entreprise pleinement. Et en plus, j'ai trouvé un partenaire. Après, lui, il a l'habitude de reprendre les entreprises complètement, mais pour l'instant, c'est assez anecdotique. Je pense pas que ce soit quelque chose d'important. On va en parler. D'accord. Écoute, très clair. Donc là, aujourd'hui, ça c'est 2019. Ouais. Ça, c'est 2021. C'est 2021, pardon. 2019, c'est le RJ, c'est 2021. Donc 2 ans un peu de combat. 2 ans de combat, de restructuration. La victoire au bout au tribunal. Ouais. Donc un énorme soulagement. Et la construction d'une nouvelle entité juridique, une nouvelle structure. ILD pour différencier de l'imprimerie Lance des Prés. Ouais. Et là, le combat de l'administratif pour démarrer une nouvelle boîte qui a déjà 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et 65 salariés, c'était pas facile. Non, j'imagine. J'ai signé de la paperasse pendant 2 mois. Ouais, j'imagine. Mais j'ai quand même eu un bon partenaire bancaire. J'ai eu les fournisseurs de papier qui m'ont soutenu, qui ont continué à m'alimenter, et les clients qui m'ont soutenu. Et donc ça. C'est une belle aventure qui et un peu humaine quelque part, parce qu'en fait ces fournisseurs, sans entrer dans le détail, forcément leur dette elle a été étalée dans le temps, donc tu peux aussi ils ont perdu même. Ouais, voilà, tu peux. Oui, pardon, parce que tu rachètes, donc ils pourraient avoir les boules et se dire. Mais bon, après j'imagine que c'est là où l'humain intervient. Il voit bien que tu t'arraches, que c'est pas, il y a pas de malhonnêteté, qu'il y a une envie de réussir, et que c'est tout un secteur qui est. Ouais, en fait, de toute façon, le choix était simple. Soit je liquidais. Et il se passait plus rien, et ils étaient plantés quand même. Soit je reprenais, et ils sont plantés, mais ils peuvent continuer à me vendre du papier. Ouais. Ou de la colle, ou d'autres choses. Donc, et puis, on n'a pas planté tout le monde non plus. Non. Donc le choix, moi, moralement, pour moi, c'était... Voilà, soit on continue, et puis... soit tout est cassé, tout s'arrête, on arrête, tout le monde a tout perdu, quoi. Tout le monde a tout perdu. Ouais. Là, au moins, on a un business qui continue. Et je paye aussi mes fournisseurs contents. Hein, donc, oui, c'est évidemment. Aujourd'hui, tu dois jongler un peu sur la trésorerie, et c'est pas la fête non plus de reprendre comme ça. Et donc là aujourd'hui, septembre 2021, t'es PDG, la boîte est repartie, nouvelle structure, une usine. Ouais. Oui, c'est la nouveauté, c'est qu'avant on avait 2 sites de production, un pour l'impression, un pour le façonnage. Là, on a tout sur le même site. Donc, ce qui est 10 fois plus simple en gestion humaine, en gestion logistique, en camion, en bilan carbone, en vitesse de délivrer, en vitesse de prestation. Ouais. Là, j'imprime, c'est beaucoup plus simple. Je peux être hyper rapide, puisque en 2 jours, je te fais un canard de 50 000 exemplaires, il n'y a aucun problème. Façonné, etc. Ouais. Tout est prêt. Ouais. Quoi. Ok, cool. Et donc, aujourd'hui, tu es imprimeur, tu es donc PDG, comme je le disais. Est-ce que malgré tout, est-ce que c'est un peu un pari fou d'être imprimeur? Parce que moi, je sais que c'est la boîte familiale, il y a ton nom, etc. Ouais. Mais tu as l'air d'avoir une tête bien faite, tu as fait des bonnes études, etc. Tu aurais pu aussi partir sur totalement autre chose. C'est pas... c'est un peu un pari fou de se dire, tiens, je m'arrache comme tu l'as fait. Tu as dû, j'imagine, mettre des garanties, un peu mouiller le maillot. Ouais. C'est pas un peu fou? Si, c'est un peu fou. En fait... effectivement, surtout pendant la période délicate, je m'étais fait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et puis je voulais un moment tout quitter, et puis bien sûr, on se dit toujours qu'est-ce que je vais faire, imprimeur en 2021, à quoi ça sert, quoi. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a convaincu d'y aller, c'est pas tellement le poids de l'histoire. Bien sûr, il y a le poids de la famille, il y a le poids de l'histoire, en plus j'ai le nom de la boîte et tout. C'est surtout que je savais qu'on avait une place sur le marché. Parce que il n'y a pas d'imprimeur d'équivalent de notre taille, en fait. Ils sont tous soit beaucoup plus gros. Sur ce segment moyen. Ouais, moyen.
Ils sont tous beaucoup plus gros maintenant. Donc, cette consolidation qu'il y a eu d'une industrie un peu compliquée. Donc, on doit être 2-3 maintenant de ma taille. Et encore, on fait pas les mêmes choses. Donc, quand j'ai vu que les clients nous ont suivis malgré le Covid, malgré le RJ, je me suis dit, en fait, mon BP, là, qui est sur 15 millions et à peu près 150 clients, il est facile. Là, je pense que je l'aurai sans problème. Enfin, j'arriverai à faire ce chiffre d'affaires-là. Ces fameux 20 millions dont tu parlais tout à l'heure, un peu rentables, avec des clients fidèles, etc. Qui sont devenus 15 depuis 2 ans. Ok, c'est bien de le rappeler. Mais je savais que je les ferais. Ouais. Parce qu'on a des bons rapports avec nos clients. Ils nous aiment bien. On est vraiment dans une logique de gagnant-gagnant en permanence. Un partenariat. Avec les éditeurs. C'est pas Presta, c'est un partenariat. Ouais. Et on essaie de trouver des solutions quand on doit faire des économies ensemble. On essaie de trouver des solutions quand il y a un retard de production, que ce soit chez eux, chez nous. Et que ce soit même, je dirais, avec les gens avec qui on fait du prospectus ou du catalogue ou les marchés publics, on arrive toujours, avec les gens intelligents, à s'entendre. Et du coup, comme on connaît vraiment bien notre métier dans toutes les chaînes de l'entreprise maintenant, il y a vraiment une envie de se dépasser, de trouver des solutions ensemble, quoi. Ok. Donc là, il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, ça c'était le plus important. Ouais, ils sont tous contents qu'on s'en soit sortis, donc du coup ils se donnent tous. Donc une espèce de bonne dynamique, des clients qui suivent, etc. Et puis on a vraiment en plus changé, on est un management assez maintenant. On donne beaucoup d'autonomie aux gens, du coup ça donne envie aux gens de se dépasser, de trouver des solutions. Surtout là en ce moment on galère pour trouver du papier par exemple. Mon acheteur papier, il se démène dans tous les sens pour aller en trouver. Oui, parce que là, en ce moment, il y a, à cause de la crise sanitaire notamment, une hausse des coûts assez violente des matières premières. Alors, on en parle dans le bâtiment, on n'en parle pas dans l'imprimerie, mais c'est le cas. Tu me parlais de plus 30%. Ouais, le papier, c'est plus 30%. Là. On nous annonce même encore 10 de plus en janvier. Enfin, j'ai jamais connu ça. Après, j'ai que 15 ans d'expérience, mais... C'est assez impressionnant. Et en plus, d'habitude, moi, j'avais prévu un stock pour 3 semaines. Ouais. Et là, on commande pour 4 mois. D'accord. Parce que tu dis que ça peut être encore plus cher et qu'en fait, tu as tout intérêt à acheter à plus 30% Non, c'est que si on est en septembre, si j'achète du papier maintenant pour le mois d'octobre, j'en trouve pas. Oui. Là, je commande pour le mois de décembre, janvier. D'accord. Donc, en plus de la hausse, pénurie. Ouais. Donc, du coup, tu es obligé d'augmenter tes stocks. Donc, ce qui est pas simple pour trésorerie, comme tu dis, que tu trésorerie, content. Heureusement, j'avais un peu anticipé cette hausse, donc j'ai commencé à me stocker depuis le mois de mai. Mais bon, voilà, c'est de l'argent en moins sur le compte et c'est dans les stocks, quoi. Ouais. Donc, c'est des risques supplémentaires. Mais bon, moi, ce qui m'a surtout donné envie de redémarrer, c'est vraiment qu'on avait une place sur le marché et comme je te disais au début, le fait d'être imprimeur de contenu. Ça m'attire beaucoup. Toujours la flamme là-dessus, quoi. Ouais, et encore plus depuis le Covid et depuis toutes ces fake news qui circulent. On se rend compte que le poids de l'imprimerie, il est pas. Enfin, que imprimer une information, c'est pas si débile que ça. Parce que avant de l'imprimer, on la vérifie, mais 15 000 fois plus que quand on la poste sur Facebook, quoi. Oui, ou ça peut être vu comme un peu plus fugace, ça disparaît, c'est remplacé, etc. Ouais. Sur le papier, ça reste, quoi. C'est en dur. Donc. Donc voilà, c'est ça qui. Et puis surtout, le fait de tout mettre sur un seul site. En fait, quand on était 150 personnes, j'avais. Je pense que j'aurais jamais repris l'entreprise. Ça me faisait peur. Ouais. Là, à 60 personnes, c'est plus à ta main, c'est plus simple, tu connais tout le monde. Ouais. C'est plus humain, en fait. Et du coup, on peut vérifier plus la qualité des choses. Et d'avoir tout sur le même site pouvait me donner. En plus. Comme toute notre génération, on est plus sensible à l'environnement. Voilà, moi je voulais un site je veux être un imprimeur le plus écologique possible, d'avoir tout sur le même site. Pour moi, ça comptait beaucoup. Et puis c'est plus simple à gérer, quoi. Donc du coup, c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Plus intéressant en tant qu'entrepreneur, là pour le coup, tu te projettes un peu plus là-dessus. On en parlait rapidement tout à l'heure sur la digitalisation là, donc toi, tu avais mis en place plein de choses sur le digital. Et cette chaîne de fabrication, donc elle a totalement évolué versus le passé. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, je viendrais voir l'imprimerie versus il y a 50 ans. Ça n'a plus rien à voir. À 50 ans, ça n'a plus rien à voir. 10 ans, c'est la même chose. C'est la même chose, ça n'a pas évolué. Techniquement, en production pure, il n'y a pas d'évolution, pas beaucoup. On va plus vite, on consomme moins d'encre, on consomme moins de gaz,
On a... De gaz? Ouais, pour chauffer le papier, on le chauffe à 120 degrés le papier. D'accord, je ne savais pas qu'on chauffait le papier pour que l'encre adhère mieux, peut-être. Pour qu'elle pénètre le papier et pour pas qu'elle coule. D'accord. En fait, quand tu prends ton journal, le Figaro, Le Monde, t'as l'encre sur les doigts. Ouais. Parce qu'il est pas séché. Nous, en plus, on imprime sur des papiers, comme on dit vulgairement, du papier glacé. Ouais. Bah, t'imprimes, prends un feutre et fais un coup de feutre sur du papier glacé. Ça s'enlève reste sur les doigts. Ouais, comme du Velleda. Nous, on met du feutre sur du papier glacé et on le chauffe à 120 degrés pour qu'il colle. D'accord. Pour qu'il reste dessus. Et donc pour sécher l'encre, parce que en fait, elle reste sur tes doigts parce qu'elle est pas sèche. D'accord, ok, ouais, j'avais même tout pas simplement. notion. Et ça, c'est le gaz, c'est un budget de 700 000 €. Oui, donc c'est pas du tout anodin. C'est pas juste la bouteille de gaz Butagaz que t'as dans un coin de l'imprimerie. Ça coûte une fortune, tous ces trucs. Ouais. donc voilà, on est. Moi, j'essaie de trouver des solutions pour chauffer le papier moins fort. Comme ça fait. Il y a un peu de R&D là-dessus. Est-ce que oui, tout le temps. Que vous faites vous ou tu regardes un peu dans l'industrie? Non, même vous au niveau de l'imprimerie. Je suis sans arrêt en train de voir les conducteurs et je dis tiens, si tu chauffes moins là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je pousse comme ça. Après, je demande à mes chefs d'atelier de s'en occuper. On fait des essais. On a changé d'encre là en début d'année. On a mis de l'encre Blue Angel. D'accord. Donc avec moins de minerais, donc plus écolo. Voilà, plus écolo. Plus cher, moins cher. Ouais, plus cher. Forcément. Tu sais, l'écologie, c'est comme la bouffe bio. C'est toujours un peu plus cher. Et il y a des standards maintenant, j'imagine. Tu peux plus utiliser ce que tu veux non plus comme encre. Oui, bah c'est réglementé. Hein. C'est réglementé. Tout est en fait, on est une des industries les plus éco-circulaires, puisque tout ce qu'on imprime, on le recycle. C'est-à-dire que moi, le papier, je ne jette rien. Je revends mon papier. Alors, quel papier? Les chutes, tout ce que tu coupes, tout ce qui est mal imprimé, etc. Tout ce qui est mal imprimé, coupé, chuté. Tout ce qui sort pas de chez toi, chez le client. Chez le distributeur. Tu le vends. Je le revends à un récupérateur de papier qui va le vendre à des papetiers, des papeteries qui font du papier recyclage. Ok. Et donc ils désencrent, ils enlèvent l'encre, ils enlèvent la colle. Et ça c'est réglementaire, t'as pas le choix. Alors j'imagine que tu le vends. Ça j'ai pas le choix. Non, en même temps tu le vends, donc t'as aucun intérêt à le jeter. Tout est éco. En fait, tout ce qui a une valeur à la fin, on arrive à le revendre. Donc du coup, ça fait que l'industrie, elle est très circulaire. Ouais, il y a très peu de déchets. Les plaques d'offset sur lesquelles il y a le contenu du fichier PDF. Ouais. Par couleur, il y a 4 couleurs primaires. C'est MJN. Et donc tu as une plaque par couleur. Et ben, ça, c'est de l'aluminium, du zinc et du cuivre. On va dire que déjà, elles valent cher et que tu les jettes pas. Ah non, on le revend au prix de l'alu, quoi. Ouais. Et là, en ce moment, ça explose. C'est bien, donc tu compenses le coût de ton papier. Heureusement, j'en produis plus que je n'en gâche. Ouais, c'est déjà ça. Ouais, donc tout ça quand même pas mal changé. En fait, juste pour revenir à ta question sur qu'est-ce qui a changé depuis à quel point ça s'est digitalisé. Voilà, c'est vraiment le flux. C'est le flux PDF. Avant, on recevait des films. Il y a 20 ans, c'était des films. Ouais, imprimer une sorte d'impression sur un film. On mettait un film qu'on révélait sur la plaque. Ouais. Et après, donc t'avais des monteurs films. Le mec, il prenait les photos du journal, il mettait les textes, et il collait ça avec du plastique, avec du scotch, sur un film. Et après, ça faisait ton journal. Donc presque assez proche de Gutenberg, quoi. J'exagère, mais ça. Non, mais bon, alors évidemment, mais c'était encore très mécanique. C'était 4-5 jours. Je vais pas dire analogique, je sais pas le terme, mais tu vois, c'était pas du tout digital. C'est-à-dire que c'était très. Avant de lancer une impression, tu recevais les films et il y en avait pour 3 jours, 4 jours avant de sortir les plaques. D'accord. Là, je reçois un fichier PDF de Society le lundi à minuit. À minuit 30, je lance l'impression. D'accord, et donc tout ça, voilà, full électronique. Parce qu'on a automatisé complètement la création du fichier. Il y a les profils incorporés dans les PDF. Le client valide en ligne. Dès qu'il a validé, ça sort mes plaques en automatique. Et après, les plaques, elles sont mises dans des machines. On change les plaques en automatique aussi. Ça va hyper vite. On gâche beaucoup moins de papier qu'avant. Tout ça est calculé, optimisé, etc. On a le coût de revient à la minute de chaque dossier. Ah oui. Ça a beaucoup évolué. Et après, c'est tout ce qui est flux. On a des robots sortis de rotatives pour mettre sur les paquets sur les palettes, qui après, on met ça sur le façonnage en automatique également.
tout ça a été vachement automatisé. Mais c'est surtout la première évolution, c'est le flux en amont du pré-presse. Ouais. C'est le fichier PDF que tu reçois, là où avant, c'était... on recevait des colis, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu devais envoyer des épreuves. Le BAT, en plus, ouais, le BAT que tu devais envoyer, c'est ça. Mais encore, il y a 3-4 ans, j'avais un client qui me demandait encore des BAT pour voir physiquement. Je dis, mais ça sert à rien, t'as qu'à l'imprimer chez toi, en fait. Ouais. Voilà, il y a un peu de sensibilisation à faire, à faire là-dessus. Et donc, aujourd'hui, vos machines, elles sont... parce que c'est des lourds investissements, c'est rotative, c'est plusieurs millions d'euros, etc. Donc, tu peux évidemment pas te permettre de les changer régulièrement. Non. Celle que vous avez, là, c'est plus par curiosité, elle est bien, il faudrait la changer. Il faudrait que je les change. J'en ai une à changer d'ici 2-3 ans, dès que j'aurai 2 bilans. Ouais, oui, bien sûr, pour emprunter. Que je dois renouveler. Voilà, il faut les renouveler, mais il faut surtout attendre. Parce que je sais pas du tout comment le marché va se contenir dans les 2 prochaines années. D'accord. Donc, par le passé, on a fait certains investissements qui sont avérés, parfois bons, parfois mauvais. Là, tu vas être prudent. Tant que ça tourne. Je mets de la maintenance dans tous les sens pour sauvegarder le matériel qu'on a. On est hyper précautionneux. Et là, c'est la force que je vais avoir avec mon associé Sprint. C'est qu'on va pouvoir être 2 pour réfléchir au prochain investissement, qui lui, en plus, connaît très très bien le digital. Donc, ce sera peut-être une presse numérique. J'en sais rien. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, jusqu'à présent, toi, tu faisais ce qu'on appelle donc du offset. C'est une impression 4 couleurs avec plusieurs passages, etc. Et il y a les imprimantes numériques qui, en fait, sont comme les imprimantes qu'on a chez nous, monsieur, madame, tout le monde, mais qui sont capables de faire un peu en série. Ça a l'air une évidence que c'est plus simple. Pourquoi tout le monde aujourd'hui n'imprime pas en numérique ? Parce que ça coûte une fortune. L'encre, c'est pas le même. 20 fois plus cher. D'accord. Donc en fait, le numérique, c'est valable jusque 400 exemplaires. Moi, mon tirage... pourtant, ça reste aussi cher, non ? Non, parce qu'après, tu as la conso d'encre qui explose par rapport à l'offset. D'accord. Et donc moi, j'imprime des revues entre 1000 et 200 000 exemplaires. Et des catalogues à 500 000 parfois. C'est juste impossible aujourd'hui, même en 2021, de faire en numérique. Alors, c'est trop cher. Question un petit peu technique, désolé, mais c'est vraiment pour comprendre, ça m'intéresse. C'est pas du tout les mêmes types d'encre. Non, déjà, il n'y a pas une espèce de demande de tous les imprimeurs de dire on aimerait tous faire du numérique c'est pas le même procédé d'impression. Donc, tu peux pas mettre les mêmes encres. D'accord. Et elles sont beaucoup plus chères. Plus chères, quoi. Donc, c'est vraiment pour des petites séries. Alors, chaque année, ça évolue. Chaque année, tu as une rotopresse numérique qui garantit d'aller jusqu'à 1000x. Ouais. Mais t'es à 1000x, la presse. C'est les catalogues. Rien à voir. Un catalogue, c'est quand tu veux faire une campagne pour les vins Nicolas. Les vins Nicolas, ils font 100 000 exemplaires. Oui, donc c'est pas. Ils ont un fichier client de 150 000 personnes. Donc ils l'envoient pas à tout le monde parce que tout le monde n'en veut pas. Mais je dis 150 000, j'en sais rien. Nicolas. Oui, non, mais en tout cas. Moi, j'ai fait un catalogue Nicolas l'hiver dernier, c'était 100 000 exemplaires. Ouais. Donc le numérique, ça les intéresse pas. Alors parce que je sais que le groupe Sogé Média, groupe de PHR, de presse hebdo-régionale, Jean-Pierre de Keraoul, ont investi et ont lancé en grande pompe justement une ligne de production numérique. C'est-à-dire qu'ils sont que sur des tirages à 1000 exemplaires. Ça. Sur l'ensemble de leurs titres. En fait, ils font du versionning. La chance du numérique, c'est que tu peux imprimer 500 exemplaires identiques ou 500 exemplaires différents pour le même prix. Oui, parce que c'est du numérique en fait. Donc tu changes chaque cliché. Par contre, chaque exemplaire peut être différent. Par contre, en offset, tes 500 ou tes 500 000, ça doit être les mêmes. Ouais. Tu ne peux pas en faire 500 000 différents. Donc il faut que tu aies une espèce d'avantage commercial ou à personnaliser. Et Sogé Média, la force, c'est qu'en fait, il fait plusieurs éditions avec sa roto numérique. Du coup, il n'a pas besoin de faire de calage. Ce qu'on appelle le calage dans l'imprimerie labeur, offset, c'est le frais fixe pour préparer ta machine pour lancer plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et ça, ce sont des frais fixes très élevés. D'accord. Et après, le coût de la roue n'est pas cher. Et en numérique, tu n'as pas de calage. Parce qu'en fait, tu appuies sur un bouton. Enfin, pour résumer. Mais de ton ordinateur. Comme ta photocopieuse, tu appuies et tu lances. Tu cales un peu ton papier et tout ça, parce que ça, c'est quand même pas des petites photocopieuses. Oui, c'est pas une petite Epson, quoi. Il faut éviter le bourrage papier quand même. mais si tu veux, donc du coup, changer un flux informatique, le flux, tu le changes autant que tu veux. Changer des plaques, c'est manuel.
Oui, donc ça coûte cher. Oui, donc forcément, tu dois être sur des gros ex pour absorber ces coûts de changement de calage de plaques. Tout à fait. Okay. Mais c'est pour ça que c'est complémentaire en fait. Le numérique et l'offset sont complètement complémentaires. Et on peut imaginer faire une couve en numérique, le reste en offset et faire un assemblage. Ouais, t'as déjà fait. Ouais, pour Marketing Magazine il y a 10 ans. Groupe Dicialis. Exactement, Net Media Group. Net Media Group, exactement, Reworld en l'occurrence. Exactement. Hervé Langlard et Pascal Chevalier du coup. C'est mes plus vieux clients, je crois. Parce que vous êtes effectivement très fort en presse professionnelle. Je crois que ça représente quasiment un tiers de ton chiffre d'affaires. Tout à fait. Elle est spécifique, la presse professionnelle, par rapport à la presse grand public, parce que donc ça s'adresse à des professionnels. Est-ce qu'ils ont des usages qui diffèrent un peu? Est-ce qu'ils sont plus fidèles? Je sais pas ou c'est par pur hasard que tu as autant de presse pro. En fait, c'est parce qu'on a une machine qui fait du routage et donc les abonnés. Donc on met sous film à l'unité adressage dépôt poste. Et ça, on est parmi les rares imprimeurs français à faire ça jusqu'au bout. Donc, du coup, l'éditeur, il est content, il n'a qu'un interlocuteur. Et il imprime et il route. Et nous, on dépose dans les centres STP de la Poste, autour de Paris. Donc, du coup, historiquement, cette presse pro, elle est en plus un peu moins... Il y en a partout, en fait. Il y en a en région, il y en a bien sûr beaucoup à Paris, parce que c'est là qu'il y a la pub. Mais tu as plus de titres de presse pro en région que de presse d'information, on va dire, à part la PQR, la PHR. Grosso modo, tout le reste de la presse grand public est à Paris. Pour schématiser, désolé pour ceux qui dont c'est pas le cas, mais il y en a. Il y a quelques éditeurs de niche de passion à Grenoble ou à Biarritz pour le surf et le ski. Ou quoi que je dis ça, mais il y a 2-3 gros éditeurs aussi à Châtellerault. Non, mais il y en a forcément, mais pour schématiser, grosso modo, c'est ça. C'est un peu ça. Parce que les annonceurs, ils sont à Paris. Mais pour la presse pro, comme c'est une question d'abonnement, parce que c'est très abonnement. C'est un business model qui est très intéressant parce que le mec qui sort 10 000 abonnés, il imprime 10 000 exemplaires. Et il est sûr de ne pas avoir d'invendu. Alors que quand tu mets 50 000 exemplaires en kiosque, aujourd'hui, tu en vends pour une presse de niche 50 000 en kiosque, tu en vends 20 000. Et ces 30 000... ils sont recyclés, je te rassure. Voilà, ça revient ça revient. Mais par contre, tu as les coûts d'impression, tu as les coûts de logistique, etc. D'où l'importance d'avoir des bons régleurs. D'un régleur. C'est un métier qui est assez peu connu. Et donc, une personne, je sais pas si c'est des algorithmes ou de l'expérience qui dit tel kiosque, je vais en mettre autant d'exemplaires. C'est ça. Kiosque par kiosque. 13 000 kiosques en France, je crois, à peu près. Ça baisse tous les ans. Il faut le dire en septembre 2021 parce que ça change. Je crois que 13 000, c'est peut-être un peu trop, mais en général, de toute façon, on le met entre 7 000 et 12 500 kiosques, ça dépend le tirage. D'accord, donc 30% presse magazine, presse professionnelle à peu près pareil, presse institutionnelle 20%. Je voyais c'était un article des Échos, et des gratuits, des prospectus, et donc des bonnes relations avec les médias. Tu parlais des médias ou presse ou tes clients. On a parlé de Society. Tu as quelques clients comme ça un peu importants, fidèles, etc. Oui, bien sûr, on vient de parler d'Edicialis. On imprime toutes ces revues depuis... Chef d'entreprise magazine, marketing. Même pas encore dans l'entreprise qu'on les faisait déjà, donc ça fait au moins 20 ans. Qui s'est lui aussi complètement repositionné, réadapté au fur et à mesure du marché. Il a digitalisé ses magazines et tout. Les process, le CMS éditorial et Publiatis aussi. Beaucoup d'événementiels. Ouais. Donc il a bien réajusté son business model. On a Entreprendre, qui a un business de low cost assez intéressant. Groupe Lafon. Robert Laffont. Robert Laffont, tout à fait. Qui a un partenaire fidèle aussi de l'imprimerie. On a Diverti, pas loin de Châtellerault, là, qui est un gros éditeur qui fait plus de 280 parutions par an. C'est énorme. C'est énorme. Là, récemment, on a récupéré Automoto, qui a été racheté à Reworld, là, par le groupe Horizon, là, ceux qui font 11 mondiales. Et associé à Flat 6 aussi, qui est un magazine de Porsche. Exactement. Là, on a fait PIF. Le relancement de PIF. Dont on avait beaucoup parlé, qui appartient à Luma et qui est repris par Frédéric Lefebvre. L'homme politique. Un homme plein d'idées. Franchement, plein d'idées. C'est vrai que ça peut être surprenant comme mouvement quand dans le marché, j'apprends ça, mais après, si tu dis effectivement qu'il a plein d'idées, et ça marche bien. Et par curiosité, ça s'est tiré à combien d'exemplaires? Je sais pas si c'est confidentiel. Le 1, on a fait 100 000 exemplaires, on en a réimprimé 50 000, je crois.
C'est énorme. Tellement que ça avait fait le buzz avec les sapins qu'on avait offert, des pousses de sapin. Des vrais pousses de sapin. Des vrais sapins. C'était Jardiland à l'imprimerie. Mais non, mais c'est rigolo, c'est un peu aussi de l'innovation et c'est vous qui mettez ça sous cellophane. Donc là, tu dois inventer un peu une ligne de mise sous pli, je sais pas comment on utilise notre machine de mise sous film, mais bon, on prend 15 gars pour mettre le sapin dedans parce qu'ils percent le film, donc ils font. C'est tout un. C'est de l'artisanat là. Mais c'est intéressant que tu utilises ce terme parce que je pense qu'on en parlera après, parce que c'est aussi peut-être un positionnement qui permet de se distinguer d'être contre une stratégie volume. Je sais pas si c'est justement là-dessus. C'était dans la reprise de l'entreprise, c'était d'arrêter de faire les gros volumes. Bon, même si là c'est un mauvais exemple parce que PIF c'est 100 000, pour moi c'est un gros volume. Ouais. J'ai PIF, VSD et Automoto en gros volume. Après, je fais plutôt du 30 000 en moyenne, 20-30 000. Parce que pour moi la presse, c'est fini, c'est plus un média de masse. La presse papier. C'est l'avenir dans la presse, que ce soit presse pro, presse les catalogues ou la presse institutionnelle, c'est plus pour tout le monde. C'est pour des gens qui veulent vraiment lire à tête reposée quand ils ont un moment de détente et qui veulent retenir le contenu parce qu'on le retient mieux quand il est figé sur du papier que quand il est en digital où on est toujours gêné par un WhatsApp ou une notif, un téléphone, une distraction. Ouais. Alors que sur le papier, on est focus papier. Il y a même des études sur le cerveau qui ont prouvé qu'on retenait mieux une information et plus longtemps quand on la lisait sur le papier. Enfin, sur le papier ou sur un truc rigide, quoi. Oui, mais après, un support physique, en tout cas, versus exactement. Du digital. Ça, c'est intéressant. Et donc, pour toi, c'est plus un produit de masse. Donc, on doit plus se battre sur du volume et plutôt se dire, comme c'est des gens qui sont intéressés, passionnés, niche, etc., être plutôt sur du beau, du bien fabriqué. C'est ça. Versus aller chercher encore une fois ces volumes, etc. Donc un changement de mentalité aussi, même en interne. Quoique ça correspond un peu quand même à ce que vous étiez déjà. C'était notre culture d'entreprise qu'on avait un peu perdu. On avait un peu perdu la qualité avec le volume parce que c'est très compliqué de faire les deux. Ouais. Et là, on est en train de la retrouver petit à petit. On fait des revues de plus en plus jolies. On fait le guide du fooding qui est un beau truc. On fait Fisheye qui est magnifique. On fait des beaux hors-série avec Sopress. On a fait Big Bang là qui était ouf, 500 pages, 300 pages avec Gabriel Gauthier et Franck sur les possibles futurs. On a fait 500 pages sur Maradona. Oui, donc tous les séries et notamment ce numéro spécial de Society l'été dernier 2020 sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'était plutôt de la cavalerie que de la qualité, même si on avait la qualité de base, c'était pas. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des coups à faire sur. C'était le tube de l'été, comme il disait. Ouais, c'est ça. C'était tiré à combien d'exemplaires ? 400 000. On a réimprimé. Tous les 3 jours, je réimprimais. C'est dingue. J'ai jamais connu ça. Franck non plus. Il m'appelait, j'étais en vacances. Tu vas pas le croire. Tu vas pas le croire. Il faut refaire. Est-ce que tu as du papier ? On allait chercher du papier partout. Heureusement qu'il n'y avait pas la crise du papier à ce moment-là, parce que j'aurais pas eu assez de papier pour livrer. Mais là, en plus, il y avait une crise de la distribution de la presse en même temps qui alimentait la pénurie. Oui, avec le changement. Et qui accélérait le besoin de l'avoir. C'est dingue. C'était ouf. Il était même à 500 € à un moment sur le Bon Coin, le mag. Ah, c'est n'importe quoi, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir pour l'ensemble du secteur, tu vois, et à la fois parce que quand t'as des bons contenus, ça se vend, et Society, après, on n'est pas entré dans le détail de fabrication, mais vous faites des beaux produits, quoi. On est vraiment sur des choses un peu quali. En parlant justement de procédés, il y a So Good que t'imprimes, un magazine qui est imprimé de la façon la plus green possible. Et ça vient de vous, ça? Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce que vous faites là-dessus? Quand ils ont voulu lancer So Good, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque nouveau projet, un éditeur comme Franck ou même d'autres, Edicialis, on a eu le cas, Fisheye, on a ça aussi, Mad Movies, on a ça. Ils nous intègrent dès le début dans la phase de construction du projet sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tel sujet. Et là, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour imprimer. C'est pas on a un magazine de tant de pages. Maintenant, tu l'imprimes, il faut que ce soit bio. Là, c'est dès le début, il m'a dit bon, est-ce qu'on met du dos carré ou est-ce qu'on met des 2 points métal? J'ai dit dos carré, c'est de la colle. La colle, il faut l'enlever, c'est un perturbateur au recyclage. Donc, on met 2 points métal. C'est plus facile à enlever 2 points métal que de la colle. Ensuite, on met pas de vernis sur la couve, mais ça, on n'en met jamais avec eux. On va mettre un papier recyclé parce que c'est dans l'image des gens.
c'est plus bio qu'un papier PEFC. Ce qui n'est pas le cas. Ce que tu dis dans l'image. Bah oui, pas forcément, parce qu'il y a pour faire du recyclé, il faut aller chercher du papier, il faut plus de logistique. Enfin bon. Il faut bien qu'il aille quelque part aussi, ce papier recyclé. Tu vois, si tu le recycles, il faut que ça ait un sens aussi. Donc, exactement. Donc bon, on a eu ça. Après, on a dit il faut une encre spécifique. Donc on a mis l'encre Blue Angel l'année dernière déjà. On avait 1 an d'avance sur la réglementation, qui est une encre qui a moins de MOH, donc qui est moins perturbateur, qui a moins d'hydrocarbures, quoi. D'accord. Donc du coup, parce que ça n'existe pas l'encre végétale en rotative. Ça existe en feuille à feuille. En feuille à feuille. Pour les couvertures. Moi j'ai ça, mais pas en rotative, ça n'existe pas. D'accord. Pas encore. Oui, j'imagine. C'est en train de développer. Après, on a dit pour le routage, on va faire à découvert, sans film. Donc on mettait l'adresse de l'abonné sur la carte de couve. Donc dans un petit emplacement réservé. Ouais, réservé. Donc il y avait 2 couves, une couve pour les kiosques, une couve pour les abonnés. D'accord. Oui. Et après, moi je fais tout sur le même site. Donc du coup, le bilan carbone de la production, il n'est pas mauvais parce qu'il n'y a pas de déplacement entre l'impression, le façonnage et le routage. Sites, ouais. Donc c'est un vrai magazine green dans sa fabrication. En tout cas, il est difficile de faire plus green. Ouais. Ou alors, faut pas l'imprimer, quoi. Ouais, mais si tu l'imprimes pas, tu fais une newsletter qui pollue avec ses serveurs. Aussi, il faudrait comparer. Mais en tout cas... Il y a eu des études, hein, c'est pas toujours le numérique qui gagne. Non, j'imagine. Et puis l'attention, puis le bel objet aussi. Comme ce que tu fais, c'est quand même des beaux objets. C'est le fisheye que tu me montrais tout à l'heure avec cette couverture... impressionnante aussi. Je sais pas, comment t'appelais ce papier Fred Rigoni, là, un symbole Free Life, c'est magnifique. Ouais, c'était très beau. Dernière un peu question plus sur le futur et perspective, et après je te libère. Je sais que tu dois aller chercher ta fille et je connais ses problématiques et je veux pas que tu aies de problème. C'est quoi les grandes évolutions dans l'imprimerie sur lesquelles tu gardes un œil? Et en sous-jacent, la deuxième question, c'est comment donc tu penses diversifier tes activités? Il y a eu beaucoup de tentatives ces dernières années des imprimeries de remonter dans la chaîne de production, ou plus en aval, peut-être sur la distrib, etc. On a parlé de Jouve ou Sprint, qui est donc ton associé là-dessus. Et donc la question derrière, et ça fera 3 questions, désolé, je les enchaîne. Où tu vois ILD dans 5 ans? Tout ça est un peu lié, mais forcément, je sais que c'est dur aujourd'hui parce que le papier et compagnie qui coûte cher, mais tu as de la visibilité sur 5 ans, tu sais où tu aimerais aller? 5 ans, non. Et je pense que ça sert à rien que je me pose la question pour dans 5 ans. Parce que le marché va encore énormément changer. Je sais une chose, c'est que les tirages vont continuer de baisser. Donc, il faut être le plus agile possible. Donc, du coup, je vais surtout pas faire un investissement maintenant pour dans 5 ans parce que ce sera pas le bon. Donc, tout ce que je veux, c'est rester agile pour pouvoir m'adapter si les volumes baissent ou s'ils remontent. Parce qu'il y aura des succès de presse, il y aura des succès de catalogue, il y aura des trucs. Donc, arriver à être agile, réactif. Ouais. Ça, c'est la priorité des priorités. Les tirages vont continuer de baisser. Donc, moi, j'ai un parc machine qui est fait pour faire des petits tirages. Donc du coup, je suis assez confiant par rapport à ça. Et effectivement, d'ici 2-3 ans, je vais racheter une machine. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça va être une machine numérique. Ouais, t'en as aucune aujourd'hui. Non, parce que ça se trouve, le numérique, dans 3 ans, il pourra faire plus de tirages. Ouais. Parce que le coût de l'encre va baisser. Ou ça se trouve, l'offset aura fait des évolutions aussi. Et, donc là-dessus, j'attends de voir. Ensuite, au niveau de la diversification, je pense que je vais faire plus de services, plus de logistique, de stocker des trucs pour les clients, d'apporter cette notion-là qui est un peu compliquée pour les clients parce qu'ils impriment à un endroit, souvent ils stockent des magazines à d'autres, ou alors des catalogues. Donc améliorer le service transport et la logistique, je pense que ça sera vraiment un plus qu'on pourra vendre aux clients. Ouais, hyper complémentaire. Qui est complémentaire avec mon routage. Ouais. Et comme je suis très bien placé, parce que je suis à Vancourt, à côté d'Arras, sur l'autoroute la plus fréquentée d'Europe, entre Lille et Paris. Ouais, t'as un vrai carrefour. Je suis vraiment en emplacement de ouf pour pouvoir faire du logistique et du service. Donc ça, c'est une des pistes de diversification. Et bien entendu, il y a le web to print que je dois développer, parce qu'aujourd'hui, ça existe en B2C, mais pas en B2B. Aujourd'hui, tu vas sur Vistaprint pour aller faire tes cartes de visite et tout. Je suis sûr que demain, on pourra aller sur mon site pour commander un magazine. D'accord, je choisis mes options, 20 000 exemplaires, et boum, c'est parti. Ouais. Après, il y aura toujours besoin de comparer et tout. Il y aura toujours une relation, mais pour le tout venant.
je veux dire 20-80 des magazines qui ça n'ont pas besoin de devenir conseils. Une commodité pour certains, un pur SaaS. Ça existe aussi déjà, hein, mais je pense que ça peut se faire d'une manière vraiment plus moderne aujourd'hui. Il y a ça et voilà. Et après, il y aura beaucoup de synergie. Il y a de la consolidation là dans le monde de l'imprimerie qui est en train de se faire. Ça continue, ouais. Ça va continuer avec Sprint. Lui, il s'y attelle beaucoup et il y a beaucoup de synergie à faire entre différentes structures, entre le numérique, les afficheurs, les grosses rotos, les moyennes rotos, les imprimeurs de qualité comme on a dans le groupe la Rivaton qui fait, ou Suisse Imprimerie qui font des trucs ultra luxe. Là, il y a énormément de synergie à faire dans tous ces trucs-là, quoi. Ouais, et c'est là où on sent que sur du beau, du luxe, des plus petites séries. Il y aura toujours des besoins. Devenir un imprimeur comme les artisans d'art, quoi, quelque part. Exactement. Il y aura l'artisan d'art, le mag de luxe, et il y aura le mag beau. Parce que pour exister en dehors du web, il faudra être beau, mais fait en 2 jours. Ouais, c'est ça. Et moi, mon positionnement, ce qui me différencie déjà aujourd'hui, c'est flexibilité et réactivité. Et un niveau de qualité que tu ne trouves pas sur d'industriel. Sur la masse. Quoi. La masse. Sur le truc à 200 000 ex, quoi. Voilà. Bonne chance. J'ai envie de te dire, c'est un beau programme. Léonce, merci beaucoup pour ton temps. Je trouve que c'était un saut intéressant du côté des imprimeurs. On suivra ça. Si tu as des coups, des choses qui se font, n'hésite pas à repasser une tête. Avec plaisir. Qu'on puisse parler de ça et sur Mediarama. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@posavostra.com. À bientôt.